Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 26 novembre et à la une de ce journal, la réunion liée à l'accord cadre entre la France et les Comores ne cesse de faire réagir. Après le président Douchina, c'est Amina Ariti, la référente de La République En Marche, également suppléante du sénateur Tani, qui était sur notre plateau ce matin. Elle est revenue sur la visite du président de la République, mais également sur ses échanges avec le gouvernement comorien. Selon elle, il faut y croire, tout en restant vigilant sur le respect des engagements pris par le président Azali Assoumani. Au montage, Leslie Vumenet. Elle est aujourd'hui la figure de La République En Marche à Mayotte. Référente du parti au niveau local, Amina Ariti est satisfaite de la politique menée par le gouvernement. Selon elle, Emmanuel Macron est un président qui dit ce qu'il fait, mais surtout qui fait ce qu'il dit. De manière générale, par rapport au programme de campagne qu'il avait, 85% de son programme, au bout de 2 ans et demi, presque 3 ans, a été soit appliqué, soit en cours d'application. Donc déjà, en termes de volonté politique, on sait que c'est un président qui, lorsqu'il dit quelque chose, fait en sorte de pouvoir le mettre en œuvre. À Mayotte, beaucoup de choses ont été dites depuis des années, voire des décennies. Moi, je suis issue d'une famille très politisée. Oui, je suis née dans la politique, on va dire, mais j'ai toujours refusé de m'engager en politique parce que j'avais ce regard un peu extérieur en me disant mais tout ce qu'on nous dit, à un moment donné, moi je vois rien arriver, en tout cas très peu et pas comme on me l'avait annoncé. Donc aujourd'hui, quand je suis à l'intérieur de l'appareil, j'essaie de regarder avec ce même regard et je me rends compte que des choses ont été dites, ont été affirmées et ont été respectées, appliquées à Mayotte. Donc on nous a donné un délai, à nous de nous retrousser les manches, parce qu'encore une fois, le président a dit, mais c'est pas le président qui viendra faire les travaux pour que cette piste de longue voie le jour. Et il faut qu'à un moment donné, nous les Mahorais aussi, on se pose des questions. Quelle est notre part pour que cette piste de longue puisse voir le jour ? Également suppléante du sénateur Tani, Amina Ariti était aux Comores la semaine dernière afin de participer à la première réunion d'échange faisant suite à l'accord cadre signé entre la France et le pays voisin. Pour elle, chaque centime dépensé sera contrôlé et va permettre de stabiliser la population comorienne dans son pays. Moi, ce qui m'importe plutôt que la somme elle-même, à quoi va servir cet argent. On a effectivement un accord qui stipule, en fait, qui donne des orientations sur la manière dont les Comores doivent utiliser cet argent, dont il doit être utilisé, et encore une fois, sous le spectre du contrôle de l'AFD. Donc, c'est pas de l'argent qui est jeté comme ça en pâture aux Comores en disant, voilà, faites-en ce que vous voulez. Oui. C'est aujourd'hui, il y a des objectifs à atteindre, et cet argent-là doit pouvoir permettre d'atteindre ces objectifs. J'ai été ravie de voir que Expertise France a pu s'installer aux Comores. Et donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui va apporter énormément de choses positives parce que, en termes d'expertise, on va pouvoir évaluer, on va pouvoir contrôler, on va pouvoir avoir un regard vraiment technique sur la manière dont les choses s'appliquent. Donc, pour moi, c'est encore un point positif. Si nombreux sont ceux à mettre en doute les engagements du gouvernement comorien, Amina Ariti, de son côté, se veut prudente mais optimiste. On a des choses qu'on veut depuis des années, depuis des décennies même. Ça fait 40 ans, moi j'étais même pas née à l'époque de l'indépendance des Comores. Oui, donc aujourd'hui on me demande d'avoir un regard sur des choses qui m'ont été rapportées via ma famille, mes parents, mes grands-parents qui étaient très impliqués. Donc j'ai envie, moi aujourd'hui en tant que jeune qui veut vivre à Mayotte sereinement, avoir des activités sereines et permettre à mes enfants d'évoluer sur cette île, de pas être obligé de partir, j'ai pas d'autre choix que d'y croire, Patrick, parce qu'à un moment donné si je lâche, je me dis il y a pire rien à faire, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Quitter Mayotte ? Et aujourd'hui, on s'est donné comme objectif, encore une fois, de se retrouver dans 4 mois lors de la prochaine réunion et de faire le point. Et là, effectivement, Mayotte, les Mahorais seront attentifs à ce qui sera dit, à la manière dont les choses vont évoluer d'ici là. Rester vigilant et attendre de voir si les engagements sont tenus, voilà tout ce qu'il reste à faire. Mais nul doute que dans 4 mois, les regards seront tournés vers les protagonistes de cet accord cadre. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Jacques Martial Henry, candidat aux élections municipales à Mamoudzou. Jacques Martial, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir à toute la population de Mayotte. Ravi de vous accueillir. Vous avez suivi forcément cette réunion qui a eu lieu la semaine dernière, jeudi, vendredi, à Moroni. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que selon vous, on est sur la bonne voie? C'est une bonne chose de discuter avec le gouvernement comorien? Absolument, nous sommes vraiment dans la bonne voie et nous sommes très satisfaits de la manière dont cette tournure se manifeste dans notre région. C'est un véritable tournant et je crois que c'est aussi le fait que
nous avons manifesté une solidarité et nous n'avons pas rompu nos liens d'amitié avec certaines élites aux Comores. Il faut savoir que quand nous étions élus à la mairie de Mamoudzou de 2001 à 2008, nous avons accueilli Azali, qui était président des Comores à l'époque, ici à Mayotte. Et le fait de s'entraider, le fait d'avoir de la compassion et de la solidarité entre nous permet de débloquer la situation. J'ai écouté Mohamed Eliamine Souaif, ministre des Affaires étrangères, dans son édition il y a 3 jours. Monsieur Mohamed Eliamine Souaif parle de l'immigration clandestine, parle de l'immigration illégale. Des propos qui n'ont jamais été tenus en public. Alors dans le document, on parle plutôt de préservation des vies humaines. Il parle de préservation des vies humaines, mais j'ai entendu, et je ne rêvais pas, Mohamed Eliamine Souaif qui parle de l'immigration illégale. Pour vous, c'est une question qu'on pose à tout le monde, mais pour vous, ces engagements qui ont été pris, ils vont être tenus? Vous croyez aux engagements de la partie comorienne? C'est un long combat. Je crois que les choses ont changé. Et moi, je connais très bien Azali, comme j'ai beaucoup soutenu Emmanuel Macron, et je suis pertinemment certain que les 2 personnes vont trouver des solutions. Et parce que nous nous aimons, parce que nous nous respectons, c'est pourquoi nous aurons les solutions. Ce n'est pas dans la haine, dans la guerre, ce n'est pas en se dévalorisant entre nous que nous pourrons arriver à notre fin. Alors Jacques Martial, vous êtes candidat à la mairie de Mamoudzou, vous avez constitué une liste. Justement, dans cette liste, vous avez souhaité intégrer des personnes aussi qui sont issues parfois de l'immigration ou qui effectivement sont des ressortissants comoriens. Est-ce que pour vous, justement, Mamoudzou, c'est le symbole de ce vivre ensemble qu'il faut avoir entre les différentes communautés et qu'on a eu tendance à perdre? En tout cas, c'est le sentiment qui ressort ces dernières années. Je crois que dans cette liste, il n'y a que des Français. Il n'y a que des Français, des gens qui souhaitent que Mayotte se développe, des gens qui veulent donner une éducation aux enfants, qui veulent que la commune de Mamoudzou soit propre, qui veulent lutter contre l'insécurité, qui veulent développer l'économie et le tourisme. Ce sont ces esprits et ces forces qui se fédèrent autour de cette liste. En aucun moment, on se pose des questions sur le fait de dire que les binationaux, ça n'existe pas, ce mot-là, je ne sais pas comment on l'a inventé. Pour moi, Emaoré, la personne qui aime cette île. Et c'est en ce sens que nous avons bâti une liste ensemble et tous les gens qui sont dans cette liste se connaissent, vivent dans cette commune, veulent développer cette commune. Jacques, un mot aussi sur les logements. Hier, on recevait sur ce plateau Bakar Liboto, qui est l'un de vos adversaires pour le siège de maire de Mamoudzou. On a parlé du logement, notamment de cet incendie qui a eu lieu dimanche. Quelle sera votre politique en matière de logement et pour lutter notamment contre ces quartiers où l'insalubrité règne, ces cases en tôle qui sont construites illégalement? Quelle politique vous allez mener en la matière? Nous inscrivons notre candidature dans l'expérience, c'est-à-dire nous voulons se servir de nos expériences pour servir la population. Il faut savoir que j'ai été vice-président du Conseil général chargé de l'action sociale. J'ai été délégué du Conseil général à la CIM. J'ai travaillé avec le directeur de la DEAL et avec le directeur de la CIM à l'époque, Mahmoud Azar, pour mettre en place le FRANFU, le Fonds régional d'aménagement du foncier urbain. Le Fonds régional d'aménagement du foncier urbain permet à l'Europe de participer à hauteur de 80%, l'État à hauteur de 10% et la collectivité locale concernée à hauteur de 10% pour reloger la population. Ce dispositif existe, seulement ce sont les projets qui manquent. Deuxièmement, selon vous, l'Europe, c'est une solution en matière de logement?
je crois qu'il faut se servir de tous les viviers qui existent pour pouvoir y aller. Il y a aussi des fonds sur le plan national, notamment LBI, ligne budgétaire unique, ou les RHI, la résolution de l'habitat insalubre. Ce sont des fonds qui existent qui permettent aussi d'aller de l'avant. Mais deuxièmement, le maire, dis-moi, le seul maire à Mayotte qui a signé une commande pour la construction de logements. Personne. Parce que nous avons pris nos pouvoirs, nous les avons délégués à des structures externes. La première des choses, c'est déjà récupérer notre expérience. Le logement, c'est la mission du maire. Donc, au lendemain même de notre élection, nous demanderons à récupérer nos compétences. Parce que nous finançons un dispositif que nous ne maîtrisons pas. Nous souhaitons, quand nous serons élus, lorsque nous disons à un quartier que nous allons vous offrir un logement décent, parce que nous avons le pouvoir de le faire. Aujourd'hui, tout le monde dit oui, il faut que la population accède à un logement décent. Mais ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Ils ont délégué leur pouvoir. Ils ont délégué leur pouvoir sur l'assainissement. Quand vous regardez Mamoudzou, 73 000 habitants, il n'y a pas d'assainissement. Justement, Jacques, parlons de la propreté. C'est un sujet important. Il y a des sujets comme ça qui sont importants. On parlera de Caribus après, mais parlons de la propreté. Qu'est-ce que vous allez faire? Aujourd'hui, le constat il est clair. Mamoudzou est très sale. Président de l'association Mayotte Île Propre. En 1993, alors que j'ai été étudiant, nous avons créé l'association des jeunes élèves de Passamenti pour la culture et l'environnement. Durant toute ma vie, je me suis battu pour la propreté. Toute ma vie. J'ai été membre fondateur de la Fédération des associations maoraises pour la protection de l'environnement en 1999. C'est un domaine qui me passionne. Parce que nous ne pouvons pas développer notre tourisme, nous ne pouvons pas lutter contre l'insécurité, nous ne pouvons pas permettre aux gens de vivre d'une manière paisible dans une commune sale qui pue. Donc nous voulons prendre nos compétences en matière d'assainissement pour pouvoir assainir toute la commune afin de lutter contre les stagnations des eaux usées et des proliférations de moustiques, mais aussi, moi, l'environnement, la propreté, c'est à l'intérieur de moi-même. Mais ça va passer par Ce quoi, n'est pas Jacques, un spécial... Ça va passer par quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'éducation, premièrement. Une personne qui ne connaît pas l'hygiène de son corps, ne connaît pas l'hygiène de son milieu. Je prends l'exemple de 1964. En Corée du Sud. C'est un pays très pauvre. Ils ont su que nous devons éduquer les enfants à être propres. Comme ça, ils peuvent connaître la propreté. Donc déjà, c'est sur l'éducation, c'est sur la sensibilisation. Nous allons soutenir toute association, toute initiative qui tend à la propreté. Parce que la propreté nous apporte de l'économie. Les déchets sont devenus aujourd'hui une richesse. La transformation des déchets, la valorisation des déchets. Beaucoup de pays aujourd'hui cherchent des déchets. Vous savez que les cartons et les sacs plastiques, on peut fabriquer des charbons qu'on utilise. La boue des stations d'épuration peut être séchée pour que ça soit transformé en engrais naturel et utilisé pour les maraîchages ou pour les jardinages. Donc, les bouteilles en verre peuvent être broyées, transformées en poudre pour être utilisées pour dernière couche des trottoirs. Donc nous voulons non seulement lutter pour la propreté, mais aussi valoriser les déchets pour que la commune de Mamoudzou devienne propre. Je ne suis pas d'accord que vous êtes à Kombani, vous venez vers Mamoudzou, la première chose qui vous accueille, c'est les carcasses de voitures au-dessus de Vaibé. Vous êtes à Tsararanou, vous venez à Mamoudzou, la première chose qui vous accueille, c'est les carcasses de voitures à Ironibé. Vous êtes à Kungu, vous venez à Mamoudzou, la première chose qui vous accueille, c'est des carcasses de voitures. Parlons de Mamoudzou et des transports, du transport interurbain. Est-ce que vous continuerez ce projet Caribus? Est-ce qu'il est un peu en stand-by aujourd'hui? Est-ce que vous le relancerez? On a l'impression qu'il risque d'être en stand-by jusqu'aux élections. Ou est-ce que vous partirez sur quelque chose d'autre? Est-ce que selon vous, ce projet répond à la problématique du transport à Mayotte? Il faut le transport public. Parce que le transport, c'est un service public.
Il faut un transport. Est-ce que les bus, c'est adapté? Je reviens. Il faut un transport public. Seulement, aujourd'hui, tous les opérateurs économiques de la commune de Mamoudzou se plaignent que ce projet n'a pas été concerté, se plaignent que ce projet va tuer des emplois. Je vous prends l'exemple. On prend l'ensemble du front de mer de Passamainti, où nous avons planté des palmiers, où nous avons installé un jardin d'enfants, un espace de sport. On le transforme en parking pour des voitures. La commune récupère l'ensemble des terrains pour un parking de 200 voitures, alors qu'il y a au moins 20 000 voitures. Vous prenez un jardin public, vous organisez un parking pour 200 voitures, alors qu'il y a 20 000 voitures. Ça, c'est un grès de maïs si j'étais dans l'océan. Donc, dès que nous sommes élus, je suis convaincu que le transport est public, parce que le transport permet aux gens, si c'est public, déjà, le prix est divisé par 5, et ça permet aux gens qui sont dans une situation de précarité de pouvoir aller chercher de la formation, de pouvoir aller chercher de l'emploi, d'accéder à la culture, il y a beaucoup de gens ici qui ne connaissent pas l'île parce que les déplacements coûtent très cher. Vous partez de Saint-Pierre, vous venez à La Réunion, vous faites 2 heures de bus, vous payez 2 €. Vous partez de Vaibé pour venir à Mamoudzou, vous faites 10 minutes, vous payez 4 €. Ce n'est pas normal. Donc le transport doit devenir public et cela ne tue pas les taxiteurs. Le secteur privé peut exister parce qu'il y a des endroits où le bus ne peut pas y aller. Vous n'avez pas répondu à la question, Jacques. Caribus ou un autre projet? Je vous ai dit, on peut l'appeler Caribus ou Caripoulet. Moi, je l'appelle Caripoulet. Hein, on peut donner le nom qu'on veut. Mais les opérateurs se plaignent. Le projet n'a pas En été l'état actuel, concerté. selon vous, il n'est pas viable. Nous devons rentrer en concertation. À l'état actuel, j'estime que, au vu de ce que nous entendons, le projet doit être révisé. Le transport public doit être maintenu. Parce que le transport, c'est public. Ça permet de baisser. En plus, deuxièmement, je défends aussi le transport public pour une deuxième raison. Vous imaginez les enfants qui vont à l'école. Ils sont obligés de se réveiller depuis 4 heures du matin, alors qu'ils ont cours à 10 heures. Ils prennent le bus à 5 heures, ils vont au collège, ils restent là jusqu'à 10 heures dehors. C'est pourquoi il y a ce débordement aux alentours des établissements scolaires. Si nous mettons en place un service public de transport, vous savez que votre enfant a cours à 10 heures, il part de chez lui à 9h30, et puis après il finit à 14h. Le bus passe tous les 30 minutes ou tous les 20 minutes, et non la situation aujourd'hui où vous prenez le bus à 4h du matin et vous prenez le bus à 6h de l'après-midi pour rentrer. Un dernier mot, Jacques, rapidement. Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vous qui, en mars 2020, devra être le maire de Mamoudzou? Je crois qu'on ne s'improvise pas maire. C'est la première fois que je suis candidat pour être maire. J'ai été conseiller général, je n'ai jamais été candidat pour être président du conseil général. Je n'ai jamais été candidat pour être maire. Pourquoi? Parce qu'on ne s'improvise pas maire. Je crois que j'ai beaucoup appris. Pendant 14 ans, j'ai quand même été vice-président du conseil général. J'ai quand même été adjoint maire chargé des finances et de l'administration générale. J'ai vécu la décentralisation en 2004. J'ai été président d'un groupement d'intérêt public qui était chargé de lutter contre les exclusions sociales. Je crois que toute cette expérience acquise sur le terrain me permet aujourd'hui, avec mon équipe, avec notre équipe, et la Jim qui est conseiller municipal, Djouma Mohamed qui est conseiller municipal, avec l'ensemble de cette équipe, hommes et femmes, de nous mettre au service de la population. Donc c'est à la population de décider, est-ce que la population veut des candidats qui n'ont pas d'expérience ou veut des candidats qui ont une expérience? Merci beaucoup. Et qui sont
dévoués à l'intérêt général. Merci beaucoup Jacques Martial-Henri d'avoir accepté notre invitation et vous reviendrez sur ce plateau d'ici effectivement le mois de mars prochain avec le résultat de ces élections municipales. Tout autre sujet maintenant. Depuis quelques mois, les acteurs de la pêche se mobilisent afin que les embarcations professionnelles répondent aux normes européennes. Le compte à rebours est lancé, mais les choses avancent. En effet, un premier bateau construit aux Antilles est arrivé et devrait être homologué prochainement. Une réunion est ainsi prévue le 5 novembre prochain. En attendant, le président de l'association R&Dom, l'un des artisans de cette avancée, se félicite du chemin parcouru. Écoutons sa réaction. Toutes les parties étaient autour, donc on est maintenant sur l'homologation qui est quasiment terminée. On en est maintenant au financement. Sur les financements, on a à peu près ouvert les voies de financement. Un grand merci au conseil départemental. Le conseil départemental tient absolument parole, donc est très très proche des pêcheurs mahorais. Je les remercie parce que ils financent à 50% les bateaux, les autres 50% c'est l'État, donc chacun s'y met dans le cadre des 60%. Ah d'accord, ok. Bien sûr, d'accord. dans le cadre des 60%. Mais par contre... on n'a pas réussi à faire mieux que 60%. C'est très compliqué. Là, on a l'Europe qui est vent debout, donc c'est compliqué. Mais par contre, ce qu'on est en train de faire, c'est faire un peu plus d'engineering et de faire en sorte que les gens qui ont des bateaux qui sont à renouveler, ces gens-là vont pouvoir céder leurs bateaux à une entreprise locale qui va pouvoir les remettre en état et leur permettre de naviguer jusqu'à 5000 des côtes. Donc, et les bateaux neufs, eux, iront jusqu'à 20 000 des côtes. Alors, donc, c'est bien parti. Santé dans votre 19h. Un Mahorais sur 3 présenterait des troubles psychiques. C'est en tout cas ce que révèle l'enquête sur la santé mentale rendue publique hier par l'OMS et le service psychiatrique du CHM. Menée sur l'ensemble du territoire depuis 2016, l'enquête permet de fournir un support de travail aux acteurs sanitaires du territoire avec un objectif, construire une nouvelle politique locale de santé mentale. Un sujet signé Marion Tellier. L'enquête de santé mentale menée par l'équipe de psychiatrie du CHM et par les élèves de l'IFSI entre 2016 et 2019 était hier matin restituée à l'hémicycle du conseil départemental. Les enquêteurs se sont rendus aux 4 coins de l'île pour faire passer des entretiens en face à face avec les participants. Des sondés choisis selon des critères de sexe, d'âge et de catégorie socio-professionnelle. L'objectif, obtenir la photographie la plus juste possible de la population mahoraise. On a pris 900 personnes représentatives de la population mahoraise, suivant le genre, le sexe, suivant l'âge, suivant la catégorie socio-professionnelle et le niveau d'études. Donc on a une bonne photographie de la population. Les individus sondés se sont prêtés au jeu du question-réponse pendant près d'une heure de manière anonyme. Le bilan est sans appel. Un Mahorais sur 3 présente des troubles psychiques. Les troubles anxieux sont les plus répandus, suivis par les troubles de l'humeur. Des troubles liés à la consommation d'alcool ont eux aussi été déclarés, mais le sujet reste tabou dans la société mahoraise. Il s'agit ici du seul trouble pour lequel l'individu touché se refuse à parler à son entourage. Si des facteurs organiques peuvent contribuer à déstabiliser la santé mentale, sur l'île, les facteurs environnementaux ne sont pas à négliger. Ce qui va ressortir un peu plus spécifiquement, c'est qu'il y a des facteurs de risque qui sont assez représentés à Mayotte, notamment la précarité, notamment le fait que la jeunesse est une population qui est plus touchée par le risque de présenter un trouble psychique et qu'à Mayotte, il y a quasiment la moitié de la population qui a moins de 18 ans, donc c'est vraiment, ça fait partie des facteurs de risque. Ce qui est marquant aussi à Mayotte, c'est qu'il y a un risque suicidaire important. Pas vraiment énormément de passages à l'acte, mais le risque suicidaire est très présent, plus présent dans les chiffres que par exemple en métropole ou sur d'autres territoires de l'océan Indien. Au-delà de la prévalence des troubles mentaux et de la perception de ces derniers par la population, les enquêteurs se sont également penchés sur le recours aux soins. Les Mahorais obtiennent souvent le soutien de leur famille. Le magico-religieux reste une alternative, elle aussi bien présente. L'enquête contribuera à imaginer et orienter une nouvelle politique locale de santé mentale. Il est cependant important de noter qu'elle n'a pu être effectuée que sur un public majeur, soit sur moins de la moitié de la population de l'île. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment un nouvel épisode de Grande Marée en perspective ou encore 2 conférences interactives sur les sirènes du lagon. Au montage, Leslie Vumenet.
Un nouvel épisode de grande marée est attendu du 26 au 29 novembre. La préfecture rappelle que les conditions météorologiques peuvent en accentuer l'impact à tout moment et générer d'importants désordres sur les infrastructures de l'île. Dans cette perspective, le préfet de Mayotte mobilise les acteurs institutionnels, dont les maires concernés, afin d'identifier les points sensibles et d'inviter l'ensemble des partenaires à définir les mesures qui seront prises à l'occasion des marées. D'ores et déjà, la préfecture rappelle à la population qu'en cas de grande marée, les consignes de sécurité suivantes sont à respecter. Tenez-vous au courant du niveau des marées et de l'évolution de la situation météorologique. Limitez vos déplacements en bord de mer et circulez avec précaution. Ne vous engagez pas sur une route fermée à la circulation. Sur le littoral ou sur les plages, surveillez attentivement les enfants. Si nécessaire, évacuez vos habitations et gagnez les lieux d'accueil prévus par votre mairie. Solidarité Mayotte est une association qui apporte un accompagnement global aux personnes demandeurs d'asile du département grâce à différents pôles d'activité, le pôle asile, le pôle mineur, le pôle hébergement ou encore le pôle santé. Selon le site internet Info Migrants et un article publié le 22 novembre dernier, l'association a dû interrompre la semaine dernière la distribution de bons alimentaires pour les demandeurs d'asile en raison d'un manque de moyens financiers. Les subventions reçues pour 2019 étaient calquées sur les besoins de 2018. Or, cette année, le nombre d'arrivées de migrants a doublé sur l'île. Nous étions donc arrivés au terme de notre financement, a indiqué Romain Rey, le directeur de Solidarité Mayotte. Nous allons recevoir une rallonge et pouvoir ainsi recommencer les distributions, a-t-il ajouté. La reprise de la distribution des bons alimentaires devrait reprendre normalement cette semaine. Le 3 décembre prochain au restaurant La Croisette, ainsi que le 6 décembre à la base nautique d'Agneau-Drou, le parc naturel marin et l'association Setamada organisent 2 conférences interactives sur les dugongs. Il n'en resterait pas plus d'une dizaine dans le lagon. Lors de ces 2 événements, des quiz géants pour petits et grands permettront de mieux connaître la façon de vivre des derniers dugongs. Objectif du parc marin, rappeler de façon ludique aux usagers du lagon les règles d'une approche respectueuse des mammifères marins, souvent victimes de divers dérangements. Les herbiers dont ils se nourrissent sont notamment dégradés par les activités humaines. Autant de menaces qui poussent le parc naturel marin à sensibiliser les usagers. À noter que lors des 2 soirées, le court-métrage « Il était un dugong » sera diffusé. Il a été réalisé par Fabien Malhomme et a remporté le prix du parc naturel marin de Mayotte lors du Festival des images sous-marines 2018. On termine cette édition avec ce séminaire qui s'est tenu ce matin à la MJC de Kaweni au programme L'insertion par l'activité économique à Mayotte. Co-organisé par la CRES Mayotte et par l'association Tifaki Asie, ce séminaire a été l'occasion de présenter les différents acteurs de l'insertion sur l'île et d'échanger sur les stratégies mises en œuvre. Paul Arthur Avit s'est rendu sur place, compte rendu. Promouvoir les différentes structures d'insertion mahoraises, voilà le but de ce séminaire qui a réuni les différents acteurs de l'île au parfum. Un séminaire qui se voit organisé en plein mois de novembre, mois de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Durant ce mois, en fait, il y a plein d'événements qui sont organisés par les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui mettent en avant, en lumière leur activité. Et les structures d'insertion par l'activité économique sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire à part entière. Et elles trouvent tout leur intérêt, notamment à Mayotte, avec un aussi grand taux de chômage, 35%. Et ce qui est très intéressant, c'est comment elles contribuent pour le développement du territoire en offrant un accompagnement socio-professionnel aux personnes très éloignées de l'emploi. Des entreprises, institutions, collectivités ou encore associations qui ont leur place sur le département pour tenter de renverser cette courbe du chômage, à l'image de Tifaki Asie, bien représentée sur le séminaire, qui insère des jeunes dans divers métiers. Tifaki Asie a une place légitime dans ce genre de séminaire. C'est une structure qui fait partie des acteurs de l'insertion par l'activité économique depuis une vingtaine d'années sur le territoire, aussi bien auprès des particuliers que des collectivités et des entreprises privées. Donc représenter cet acteur majeur semblait incontournable. Et cette réunion avec tous les partenaires donnait une visibilité supplémentaire à la structure, de pouvoir faire connaître la structure aux gens qui ne la connaissaient pas encore était nécessaire et de pouvoir expliquer ce qu'on fait sur le département en termes d'insertion. Une place que Tifaki Asie s'est faite durant ces nombreuses années. D'autres acteurs de l'insertion étaient présents tels que la BGE, Mlezi Maoré, Wenka Culture, le CRES ou encore le département. Des acteurs qui ont pu échanger pour mieux comprendre ce que les autres mettaient en place et s'inspirer pour parfaire leur stratégie. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.
Maoris.